Si je vous demande de me prouver que vous n'êtes pas un bot, vous vous attendrez naturellement à devoir cliquer sur des panneaux d'une photo d'une route perdue au fin fond du Delaware. Parce qu'il paraît qu'un humain sait faire ça beaucoup mieux qu'un bot. Pourtant, si je vous montre une image satellite d'une région du monde, d'un pays on ne sait où, et que je vous demande d'identifier où sont les chars d'assaut, de quel pays ils sont et où ils vont, vous aurez beaucoup plus de mal. Et pourtant, c'est la machine qui sait mieux le faire que nous. Mais alors, que voit réellement la machine? Comment confier une décision militaire à un algorithme? Et surtout, va-t-on devoir cliquer sur la mauvaise image pour au final prouver que nous ne sommes pas un bot? Pour répondre à ces questions de reconnaissance, je ne reçois pas Nostradamus, mais il s'y connaît en vision. Renaud, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Renaud, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Donc Renaud Aliou, je suis le CTO et cofondateur de Préligence, donc société qui travaille donc sur de l'IA, sur des sujets de renseignement et en particulier d'images satellites, mais pas seulement d'ailleurs. Et on a fondé la société maintenant il y a 6 ans avec donc Arnaud, mon associé, et puis François qui nous a rejoints depuis. Ok. Avant de plonger dans la tech qui va sûrement être très passionnante, j'imagine, pour nous, même si pour toi c'est ton quotidien, qu'est-ce qui fait qu'il y a 6 ans, vous décidez de créer ça? Parce que tu vois, on imagine que dans le monde de l'armée, c'est des trucs qui existent depuis déjà longtemps, qu'il y a déjà des gros acteurs qui sont installés depuis un grand moment. Qu'est-ce qui vous a motivé avec tes associés à lancer ça? Alors, au début, donc moi je travaillais chez Airbus Defence and Space, donc Astrium qui fabrique des satellites, des choses comme ça, et je travaillais sur des sujets un peu connexes. Arnaud, mon associé, venait d'Areva, où il venait plus du business. Et donc, au début, on n'avait pas tellement vocation à aller dans la défense. On voulait travailler justement sur les données d'observation de la Terre. On pensait qu'il y avait des choses à faire. Une fois qu'on a commencé là-dessus, on a creusé, on a regardé et on est un peu tombé par hasard dans la défense. En particulier dans un challenge, un espèce de hackathon, on peut le dire autrement, qui a été lancé par la direction du renseignement militaire à l'époque. Et qui, justement voulait, un peu tester les solutions de computer vision et d'IA, pour, la reconnaissance satellite. Et donc ils ont ouvert un peu à tout le monde, des startups, des labos, des grands groupes, pour essayer de voir qui pouvait leur proposer quoi. C'est là qu'on a découvert justement, que, c'est pas si high-tech que ça, pour différentes raisons. Déjà, en fait comme tout l'État, on va dire le renseignement et puis le renseignement militaire à la DRM, ça reste, comment dire, des fonctionnaires, donc c'est des gens qui sont contraints par les budgets, contraints par les cycles, et cetera. Donc c'est des grosses machines qui peuvent être complexes et qui sont, toujours, on va dire les trucs étatiques, c'est des milliers de personnes, des grosses contraintes budgétaires, légales et tout, donc à faire bouger, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ensuite, il y a la complexité de la tâche elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde Google Maps, on se dit: «Ah, trouver un avion, c'est facile», mais en fait, un coup le satellite, il est à gauche, un coup il est à droite, un coup il fait moche, un coup il y a un vent de sable, il neige, et cetera. Donc en fait, en computer vision elle-même, la tâche est extrêmement compliquée et en particulier, on se retrouve avec des images de milliards de pixels, où on a des objets à détecter qui font 10 pixels, quoi. Donc ça a rien à voir par rapport à la classification d'images naturelles qu'on va voir sur des smartphones, et cetera. La tâche est quand même extrêmement plus complexe. Et enfin, comme, beaucoup aussi de grandes sociétés et grandes organisations, c'est des gens aussi qui ont des problèmes de RH, qui ont du mal à adapter, qui ont, des contraintes fortes en termes de sécurité et d'informatique qui font que c'est pas facile d'aller chercher de nouvelles technologies et de nouvelles personnes, pour les inclure. Donc ils se sont ouverts pour la première fois il y a quelques années comme ça au monde externe, dire: «Comment vous pouvez nous aider avec ces images?» Et donc c'est là-dedans qu'on est ren ces jours-là, on est rentrés et puis après au fur et à mesure, de fil en aiguille, on a tiré le fil
une fois que tu es rentré, tu es accro parce que tu vois aussi que c'est des gens qui sont géniaux, qui ont vécu des choses exceptionnelles et que tu peux aider à avoir de l'impact et c'est Ouais. super, quoi. Mais du coup, vous aviez déjà une solution technique, existante et quasiment, en production, OK, à appliquer sur ce hackathon? Alors on travaillait à ce moment-là sur des algorithmes de détection de changement plutôt pour le oil and gas et avec justement on voyait à ce moment-là que finalement en observation de la Terre, en tout ce qui est satellite, il y a quand même les applications futures que tout le monde, dont tout le monde parle depuis un peu longtemps maintenant, hein, donc Ouais. ça commence à faire longtemps, le oil and gas, les indicateurs économiques et cetera. Et puis il y a aussi d'un point de business les applications actuelles. Les applications actuelles, aujourd'hui, c'est quand même, on va dire, une très, très grande majorité, la défense. Et on a vu que, bah, ces gens dans le renseignement et la défense ils achetaient des capteurs, ils achetaient des drones, des avions, des satellites, mais qu'en fait, il y avait une déconnexion un peu entre les moyens, les milliards d'euros qu'on met dans les capteurs et l'argent qu'on met plutôt dans le traitement. Et là, bah, on s'est dit: «Bah, d'un point de vue business, il y a une vraie opportunité parce que, s'ils mettent des milliards dans les capteurs, ils peuvent mettre des dizaines de millions, dans le traitement. Ça reste une fraction de ce qu'ils ont mis dans les capteurs, mais ça leur permet de leverager, si ça leur permet de résoudre leurs problèmes et de leverager toutes leurs données, bah, c'est là-dessus qu'il faut aller. Et puis ouais, pour nous, il y avait une opportunité, puis c'est aussi un marché qui nous parlait quoi, Ouais. fondamentalement. Je suis aussi étonné, alors c'est peut-être mon avis de Mmh. béotien, mais tu disais tout à l'heure que, dans les administrations, ils sont contraints par les budgets. Mmh. On a tendance à croire que dans le monde de l'armement, il y a des budgets au contraire qui peuvent être assez, pléthoriques, il y a quand même beaucoup de moyens. C'est quoi? C'est parce qu'ils financent tellement de projets en fait qu'au final, tout le monde a une toute petite part d'un gâteau qui est certes gros, mais tu as quand même une toute petite part? Ou est-ce que c'est juste, une imagerie populaire qui est due que, tous les films viennent d'outre-Atlantique, dans un pays, qui finance effectivement son armée de manière, disproportionnée et qu'en fait en Europe, les armées sont peut-être moins financées que ce qu'on imagine? Alors en Europe, les armées sont quand même beaucoup moins financées qu'aux US, bien entendu. L'armée française s'en sort pas mal là-dedans. Mais l'armée française a aussi cette caractéristique de vouloir être une armée autonome, et ce qui est, à mon sens, plutôt bien, pour notre pays, mais de vouloir être une armée autonome. Donc elle a ce besoin de développer des capacités quasiment à 360. Dire elle fait ses propres avions, elle fait ses propres porte-avions nucléaires, elle fait ses sous-marins nucléaires, elle fait ses voitures Renault. Enfin, alors on fait plus les fusils, on les achète aux Allemands, mais jusqu'à récemment, on faisait même les munitions et cetera. Et donc en fait, il y a, finalement le budget pour faire une armée de premier plan Mmh. sur un périmètre aussi large, finalement est petit, quoi. Mmh. Et donc c'est des gens qui sont très débrouillards, qui savent, jouer avec les contraintes et du coup on se retrouve, alors on va dire il y a pas qu'en France, hein, sur le domaine de l'IA, il y a aussi, on va dire la France n'est pas en retard par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni, hein. Nous, quand on exporte là-bas, ça c'est le même constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA a du mal à être introduit dans les armées sur ces sujets-là, pour plein de raisons qu'on pourrait discuter. Donc c'est là qu'on vient apporter nos savoir-faire. Ouais. Sur cette, si on se reconcentre maintenant sur la partie, computer vision, hem, donc tu nous as dit très rapidement que tu as des images qui font des milliards de pixels. Mmh. J'imagine que c'est parce que tu as un satellite qui prend une photo qui est très large, mais que ce que tu cherches fait quelques dizaines de pixels. Hem, alors à vue de nez, je dirais qu'en fait tu as 2 sujets sur ces trucs-là, c'est, réussir à détecter les différents éléments qui constituent la photo et après de reconnaître chaque élément de ce que c'est. Et il y aura entre guillemets «que ça» comme problématique ou il y en a d'autres encore? Bah, pardon, oui, globalement, on va essayer de le faire en 2 étapes, reconnaître et détecter, reconnaître et puis enfin, c'est même 3 étapes: détecter, reconnaître, identifier. Pardon. Donc on va pouvoir détecter que c'est un avion, reconnaître, c'est un avion de chasse et puis aller dire, c'est une MiG-29 ou et cetera. Heu, c'est les différentes étapes et c'est là où la technologie par contre en fait, dans une technologie qui fait ça, en fonction des choix, des fois on a un algo de réseau de neurones qui fait tout d'un coup. Des fois il y en a 4 ensemble, qui vont faire un bout chacun et puis, des fois tu as un algo qui va marcher, sur la neige, l'autre qui va marcher sur du sable, l'autre qui va marcher sur la route et cetera et donc chacun va faire des trucs différents. Donc en pratique en fait, l'humain, il va souvent séparer ses tâches, mais d'un point de vue, IA pour les deep learning,
Ça dépend, et c'est un peu la caractéristique du deep learning et de l'IA, c'est que ça dépend toujours, quoi. Il y a pas de silver bullet, il y a pas de solution miracle. OK. Et alors du coup, qu'est-ce que votre solution, fait différemment par rapport à ce qui existait déjà sur le marché? Si tant est qu'il y avait déjà des choses qui existaient sur le marché? Bah, aujourd'hui, on le voit, il y a assez peu de choses qui existent sur le marché, par rapport à quelques concurrents qui peuvent être des startups américaines un petit peu comme nous, on a justement cette caractéristique d'être très focalisé sur la défense. Quand beaucoup de gens essayaient de faire plusieurs choses différentes, et donc cette focalisation sur la défense, ça nous permet d'être très bon dans ce qu'on fait. L'IA, elle marche bien quand tu nous poses une question simple, quoi, et très précise. Donc détecter des voitures sur des parkings de Walmart, c'est pas pareil que détecter des pick-up, dans le désert, ou que détecter, voilà, des blindés en Ukraine. Et en même temps, tu as envie de penser que le pick-up, dans le désert du Sahara, Mmh. il est plus facilement, spotable que sur un parking de Walmart, quoi. Ouais, il est potentiellement plus facilement spotable. Le problème, c'est que les IA, tu les apprends, tu sais, c'est de l'apprentissage. Donc tu vas mettre plein d'images pour le faire reconnaître, et que, bah, autant des images de voitures sur des Walmart, il y en a beaucoup, autant des Ouais. pick-up des images de pick-up dans le désert, c'est pas facile à récupérer. Donc pour apprendre, ça demande plein de tricks et beaucoup de travail. Et puis j'imagine que les photos de pick-up dans le désert que tu vas trouver, c'est des photos un peu marketing où du coup le pick-up il est vu un peu par en bas et compagnie, alors que toi tu veux une vue de dessus, c'est ça, Ouais, tu veux une vue satellite, ouais, c'est ça. L'IA, elle marche. Le problème, alors on appelle ça intelligence artificielle, mais c'est-à-dire qu'un gamin de, je pense, 10 ans, il est capable de reconnaître un avion sur une image satellite. Si on lui montre une image, on lui dit: «C'est quoi?» Il va dire: «C'est un avion», parce qu'il a vu une fois un avion dans le ciel, ou parce qu'il a vu une photo d'avion. Aujourd'hui, les technos de deep learning, et d'IA, c'est lui apprend des avions sur des images satellites, et après tu lui montres une photo d'avion prise par un téléphone, jamais elle reconnaîtra, quoi. Ouais. Donc ça, donc il faut vraiment des centaines, des milliers, des fois des millions d'exemples, pour pouvoir reconnaître dans un contexte un petit peu variable, des objets, avec une vue un peu d'en haut, quoi. Et puis j'imagine que les modèles d'avions sont tellement différents que si tu alors je grossis le trait, mais si je montre à une IA que des photos d'un avion de ligne qui est tout blanc, qui a un Ouais. fuselage fini, c'est-à-dire qu'il saura les reconnaître à peu près quel que soit le modèle du Boeing ou du Mmh. Airbus, je lui montre après un Rafale, Ah il oui, non, mais aucune exactement. idée de ce que c'est, quoi. Donc faut lui montrer, les différents types, faut lui montrer aussi qu'il ressemble à un avion, mais ce qu'en est pas. Donc, je sais pas, on pourrait avoir, il y a des pistes, par exemple, il y a certaines pistes, aériennes, quand elles sont fermées, il y a une croix dessus. Bah, ça pourrait faire penser à un avion, une croix blanche sur une piste, des choses comme ça. Donc, l'IA, faut lui montrer ce que tu veux qu'elle détecte, et il faut lui montrer ce que tu veux pas qu'elle détecte. Donc c'est pour ça que c'est un gros travail. On en revient peut-être à la question pourquoi, finalement on est différent. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est très compliqué, hein. Tu as, les derniers chiffres de Gartner, je crois que c'est 85 des projets d'intelligence artificielle qui échouent, à apporter de la valeur en production. Donc c'est vraiment un truc où, on en parle beaucoup, beaucoup de gens font des prototypes, beaucoup de gens font des laboratoires, beaucoup de gens vont faire des choses. Finalement, il y a pas beaucoup de sociétés qui arrivent à passer de l'IA en production à l'échelle. En particulier, les grandes sociétés, les grands groupes ont pas mal de mal, parce que c'est un peu un changement de paradigme quand même dans la manière dont on travaille par rapport à même l'informatique classique ou des choses comme ça. Donc, si tu enlèves les GAFA, sur Paris, des sociétés qui font, de l'IA à notre niveau, tu vois, tu en as peut-être une dizaine à tout casser, Ouais. on doit être la deuxième plus grosse après des gens comme Shift ou choses comme ça. Donc, Et du coup, une dizaine et dans les chiffres que tu évoques, en fait, dans la dizaine, il y en a 8 qui dans 3 ans n'existeront plus, quoi. bah, alors je sais pas, aujourd'hui on commence à avoir quand même des applications qui viennent en médical, en, comment dire, dans des sujets par exemple de smart city, il y a 22 qui marche pas mal, il y a Glimmer dans le médical, des sociétés que je connais, mais c'est vrai qu'il y en a pas des centaines, quoi. Et surtout de notre taille, nous on est aujourd'hui à peu près 200, finalement il y en a pas beaucoup. Ouais. Donc on arrive à quand même avoir une position maintenant qui nous positionne comme un leader européen, assez bien, quoi. Bah, bravo déjà pour cet achievement. Alors du coup, tu commencé à nous expliquer un peu les éléments différenciants de votre solution par rapport à ce qui existait déjà. Alors je t'ai coupé avec plein de questions, transverses, mais du coup, je te laisse reprendre. Ah ouais, j'en ai un peu parlé. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il n'existe pas grand-chose, il n'existait pas grand-chose, et toujours. Hem, il y a, en fait, quelques startups, qui se sont montées sur ces sujets et qui étaient pas très focalisées défense. Donc aujourd'hui, soit ils ont pris un autre chemin, soit, il y en a certaines aux États-Unis qui vont pas très, très bien.
parce qu'ils ont essayé de faire beaucoup de choses différentes et que du coup, bah, elles étaient bonnes nulle part. Et puis après, il y a les grands groupes traditionnels, nos gros industriels de défense, Thales, Airbus et cetera, et qui comme, bah, un peu tous les grands groupes, ont du mal à se mettre à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est on va dire heureusement pour une boîte comme Préligence. Et aujourd'hui, bah, parce qu'on a été plus vite qu'eux, on a été, plus agile, on a été, aussi plus proche des clients, je pense plus proche de leurs besoins. On travaille plutôt en partenariat avec ces grands groupes que finalement en concurrence parce que eux, c'est plutôt les gens qui font les capteurs, quoi. C'est-à-dire, Thales, ils vont faire les radars, Airbus, ils font les satellites et cetera. Donc ces gens-là, en fait, on a un gros intérêt à travailler avec eux parce qu'ils ont les capteurs, ils ont les données et cetera. Mais par contre, la partie IA, on voit qu'il y a quand même bah, c'est plutôt les nouvelles sociétés, les startups qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mmh. Et bon, pour plein de raisons, on peut en parler, mais donc aujourd'hui, on va dire, en Europe, on est un peu seul. Il y a une boîte allemande qui s'est montée il y a pas longtemps, là, ils ont levé beaucoup d'argent, mais ils sont assez jeunes, donc on va voir ce qu'ils font. Et puis il y a quelques sociétés aux États-Unis qui sont quand même assez inspirantes. Il y avait des gens, comment dire, alors qu'on fait des choses dans le milieu de la défense, américain, donc il y a Rébellion de Défense, il y avait, Anduril, des gens comme ça qui ont réussi un petit peu à avancer, à craquer le truc, chacun sur leur domaine. La question, cette question est longue, alors je parle beaucoup, mais pour finir, la question de se dire qui à la fin va gagner, parce que nous, comment on voit le truc, c'est que, de la même manière que maintenant, dans tous les programmes d'armement, tous les programmes de défense, tu as, du radar, de l'électronique, bah, tu auras du cerveau, tu auras de l'intelligence artificielle, en particulier pour le renseignement. C'est-à-dire qu'il faudra analyser, dans l'avion du futur, il aura plein de flux, bah, il faudra lui analyser les flux, les futurs satellites, les futurs, drones, les avions, peut-être que même les chars auront des caméras qui permettront de filmer des choses et puis de détecter du renseignement. Donc à la fin, et puis souvent c'est pas un sport de masse, hein, il n'y a pas 14 Dassault. Les avions de chasse en France, bah, c'est Dassault et un peu Airbus. Bah, même aux US, il y a 2 acteurs, Lockheed Martin et Boeing. Donc bah, il y aura pas 14 acteurs de l'IA, pour le renseignement et la défense, et donc on espère, à la fin que ce sera nous. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a quelques sociétés qu'on voit qui ont pris le truc par un bout différent, mais qui commencent à être un petit peu dans la course, ouais. Ouais, donc l'IA, en fait, ce sera, un armement comme un autre, mais indispensable pour les armées, au quotidien, quoi. Voilà, alors comme un autre, je sais pas, parce que c'est quand même des choses, éthiquement, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on fait. Et en tout cas, les armées OTAN sont hyper, prudentes aussi avec, où on peut mettre de l'IA, où on peut pas en mettre. Hem Mais oui, il y en aura partout, enfin, à mon sens, en fait, c'est le pendant des données. C'est-à-dire que tu mets des capteurs partout pour récupérer plein de trucs. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein, dans ton smartphone, tu as plein de senseurs, maintenant dans ta maison connectée, pour ceux qui ont une maison connectée, ton ordinateur et cetera, ou les montres, et ben, c'est exactement pareil, dans le milieu de la défense. Tu vas avoir, plein de capteurs qui renvoient plein de données, et à un moment, il va falloir traiter ces données. Ouais. Et ça même, je sais pas, moi j'aime bien la voile, dans les nouveaux bateaux, de course, il y a des capteurs partout. Ils mettent de l'IA pour essayer de traiter toutes les données, capteurs d'effort, de tout ça, pour récupérer l'information, quoi. Et avoir un truc, digeste pour un être Voilà, humain derrière, quoi. ouais, qu'ils puissent décider, quoi, l'humain. Parce qu'en fait, oui, tu parlais tout à l'heure de, quand je te disais que c'était un truc comme les autres, c'était un armement comme les autres, tu m'as dit: «Bah, il y a quand même des trucs où il faut contrôler, il faut vérifier». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne délègue pas la décision à l'IA, et pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver un jour de déléguer une décision à un IA? Ou quoi qu'il arrive, on restera toujours sur, une personne qui valide une commande ou pas? Alors aujourd'hui, en tout cas, la position, hein, qui est commune, c'est de dire que non, faut qu'il y ait l'humain dans la boucle et c'est l'humain qui décide. Après, l'humain, il peut paramétriser un système automatique déterministe qui dit: «Bah, voilà, quand on envoie un missile, finalement, on dit, envoie un missile là, et puis c'est là où je veux aller», et donc c'est l'humain qui donne l'ordre à la machine de faire quelque chose. Mais nous, dans nos systèmes qui sont plutôt des systèmes de renseignement, c'est plutôt de la synthèse d'informations et de la priorisation d'informations, donc à la fin qui est remontée pour analyse, et l'analyse, OK. bah, pour l'instant, c'est que l'humain qui peut la faire, enfin, et je vois pas dans le futur même lointain qu'on puisse avoir une machine qui fait l'analyse à la place, des analystes de renseignement, des experts géopolitiques, des généraux ou des experts politiques, puisqu'il y a à un moment, de toute façon, tout ça, c'est des outils
Au service. au service des décideurs qui sont les ministres, le président, ce genre de choses. Ouais. Et à la fin, c'est toujours eux qui vont décider. Ouais. C'est jamais la machine. Donc, Je vois. Tu disais aussi que donc tu as besoin, ce qui est normal dans l'IA, ça se sait maintenant qu'il te faut un volume d'informations colossal pour entraîner tes algorithmes. On imagine que, alors déjà en Europe, on a RGPD, mais on imagine que les armées sont encore plus dans la protection de leurs données. Comment est-ce que du coup tu fais? Est-ce que pour entraîner tes algorithmes, est-ce que du coup tu as accès à une base de données de photos réelles ou tu es obligé de les entraîner un petit peu sur des données un peu factices? Et après, de manière complètement isolée, ils le refont entre eux en te coupant entre guillemets un petit peu du truc pour que ça se fasse vraiment de manière confidentielle. Alors, sur les premières données qu'on a traitées, qui sont les données satellites, l'intérêt, c'est que tu peux acheter des images commerciales, à Airbus, à des sociétés américaines qui s'appellent Maxar, à des sociétés, donc il y a pas mal de sociétés commerciales qui vendent du satellite. Quand tu vas regarder Google Maps, c'est de l'imagerie satellite qui vient de ces données, commerciales. Donc tu peux les acheter et c'est des données qui, même si c'est pas les mêmes que les données classifiées qu'ils ont, finalement, bon, sans trahir de secret, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire que c'est pas de toute façon, c'est Airbus qui a fait les satellites espions, français, donc et dire c'est pas les mêmes, mais bah, voilà, il y a des similarités. Donc tu peux prendre ça comme base, on appelle ça un proxy, c'est la base du truc et ça te permet de faire la base de ton entraînement et donc tu t'achètes ces images, tu les fais annoter, tu travailles dessus, mais tu peux travailler dessus, bah, nous on a des bureaux dans le 9e, le Wi-Fi, flex office, le télétravail comme tout le monde, donc les gens travaillent sur des données complètement classiques et complètement commerciales. Et après tout le jeu, c'est d'arriver à faire des algos qui soient assez bons pour que quand tu les déploies chez le client sur des données qui sont plutôt classifiées, ça marche aussi bien, voire même des fois mieux. Et là, bah, il faut, déjà bien travailler, faire des choses, ce qu'on appelle très génériques, donc avoir beaucoup de cas d'usage différents, beaucoup de contextes différents pour que ton algo, il apprenne vraiment quelque chose de très large. Et puis, c'est là où il peut y avoir aussi des tricks différents qui peuvent apparaître. Donc, par exemple, tu peux faire de la simulation. Donc, tu vas prendre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des images satellites classiques et on met dessus des objets en 3D qu'on reconstruit avec aussi on rajoute aussi des réseaux de neurones génératifs pour changer un peu l'aspect pour que ce soit plus proche du réel et on va, bah, créer en fait des fausses images satellites avec par exemple des vrais objets. Donc typiquement, tu vois, des sous-marins, il y en a pas beaucoup des photos de sous-marins, donc créer plus de sous-marins, créer des porte-avions, des choses comme ça, pour pouvoir apprendre le réseau. Et tu peux aussi avoir d'autres tricks qui te permettent, par exemple avec des super résolutions, avec des choses comme ça, de changer l'aspect de ton image, c'est aussi des algos en général de machine learning que tu vas faire tourner sur les images pour après apprendre. C'est un peu de Ouais. l'inception machine learning, heu, pour modifier un peu l'aspect, pour la rendre plus générique, pour avoir plus de use case et pour, quand tu vas déployer chez le client, avoir un truc qui est vraiment très performant, même si c'est des données qu'il a pas vues avant. C'est assez fascinant quand même ce que tu nous décris. Ah mais toi, j'ai une caméra qui est éteinte. Mmh. C'est gênant. C'est surprenant dans ce que tu nous décris, qui est du coup de se dire que tu as, une IA qui va apprendre à une autre IA, en fait. Ouais, bah, c'est tout un comment dire? Il y a même ce qu'on appelle les GAN, qui sont des Generative Adversarial Network, je crois, qui travaillent comme ça. C'est-à-dire que c'est 2 IA qui compètent ensemble. Ouais. Heu, il y en a une qui essaye de tromper l'autre et donc elles apprennent comme ça en parallèle pour pouvoir créer par exemple des images, on part sur les images les plus photoréalistes possibles, mais de rien. Donc je sais pas si tu as déjà vu ça, sur Twitter ou des choses comme ça? C'est-à-dire que c'est des réseaux qui arrivent à refaire des photos de personnes hyper réalistes, alors que c'est des personnes qui n'existent pas, quoi. Mmh. Donc bah, ça c'est les réseaux génératifs, donc ils se battent même entre eux pour savoir. Donc c'est assez marrant. Ouais. C'est assez fou de se dire qu'on en est là aujourd'hui dans l'IA, d'avoir quelque chose, enfin, une IA qui apprend une autre IA. Tu as un côté un peu, c'est un peu dystopique presque comme environnement, quoi. Ouais, après, faut quand même prendre du recul dans le sens où ça reste, des, des technologies qui sont, assez basiques en termes de résolution de problèmes et qui permettent de faire des tâches simples et assez répétitives. Donc, voilà, compter des avions sur des parkings, je sais pas, détecter des fractures dans des radios, des trucs comme ça. Alors je dis c'est des tâches simples, c'est pas des tâches qui sont très simples, mais c'est des tâches qui sont très précises. Simple, c'est un mauvais mot. C'est des tâches très précises parce que, des fois détecter des tanks, sous des bâches et tout, c'est extrêmement compliqué. Mais, voilà, on n'est pas à des niveaux où l'IA elle raisonne pas, elle est pas capable de faire un Mmh. raisonnement, elle sait jouer aux échecs, mais, s'il faut écrire une dissertation,
Ouais. Il y a personne qui est là, quoi. Et alors justement, le j'essaie de voir comment est-ce que je peux construire ma question. En fait, la question du, qu'est-ce que la machine, elle voit, en Mmh. fait? Tu vois, je me doute qu'il y a pas, tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'un enfant, tu lui montres un avion, il saura, comprendre à quoi ça ressemble quand tu le vois de l'autre côté. La machine, ça, elle sait pas le faire, mais, qu'est-ce qu'elle voit? Comment est-ce que vous faites pour que la machine, elle arrive à découper l'image et à comprendre le Bah, en fait, alors les réseaux les plus simples en computer vision, c'est ce qu'on appelle des réseaux convolutionnels et donc c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la machine, elle va déjà faire 2 choses. Déjà, elle fonctionne en hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, elle va détecter des choses simples, genre, des formes, des comment dire? Je sais pas, sur une voiture, elle va détecter, des ronds, des angles droits, des choses comme ça ou des couleurs et puis plus on va aller loin dans le réseau, en termes de profondeur, ce qu'on appelle du réseau, il y a différentes couches, plus elle va assembler en fait ces briques, élémentaires pour en faire quelque chose de complexe. Donc par exemple, pour un visage, on va dire un visage, ah bah, il y a 2 yeux, il y a un nez au milieu, il y a une bouche et cetera. Les yeux, ils peuvent être de telle couleur et à la fin, c'est comme ça qu'elle arrive à faire ça. Et ça, elle le fait simplement avec, en apprenant des fils de convolution. Donc sur une image de visage, elle va faire passer, on va la découper en plein de petites imagettes, puis elle va faire passer son fil de convolution, par exemple, avec un cercle et puis, bah, si ça tombe sur un œil, le fil de convolution, il convolue avec un œil, c'est un peu rond, il y a un cercle, hop, ça va, le neurone va s'allumer, on va dire, et là, ça va passer, on va dire: «Là, c'est bon, là, c'est un œil» et donc du coup, en fait, c'est voilà, combiner ces filtres et ces features ensemble, pour donner, à la fin une description, ce qu'on appelle hiérarchique, de l'objet. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, dit comme ça paraît presque un peu similaire à l'humain. C'est-à-dire que nous, quand on va par exemple reconnaître les avions de chasse, bah, tu fais comme ça. C'est-à-dire que tu vas voir, l'humain, il a une méthode qui s'appelle WEFT, où tu regardes, bah, la queue, est-ce qu'elle est pointue ou pas? Est-ce qu'il y a des ailerons devant ou derrière? Est-ce que c'est une aile delta ou une aile enfin, il y a différents trucs que tu regardes. Ce qui est marrant, c'est que l'IA, elle va pas le faire de manière, de manière toujours très compréhensible. C'est-à-dire que des fois, tu as un filtre où, on te dit, bah, il va dire le réseau va sélectionner un filtre et toi, avec ton regard d'humain, tu vas dire: «Mais pourquoi il fait ça?» genre, je sais pas, à un moment, on avait un truc qui détectait, on avait regardé dans d'autres détecteurs de voitures, il y a un truc qui est intéressant, c'est, les, les lignes parallèles au bas de l'image. Ça, il trouve que c'est intéressant et à un moment et donc il le sort. Mais en fait, on comprend très bien ce qu'il fait. C'est juste que ça, à un moment, lui, il dit que qu'en combinant, ce truc-là avec un autre truc, à un moment, ça lui apporte de l'information intéressante pour détecter les voitures. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas une boîte noire. On comprend ce qu'il fait, mathématiquement, c'est même assez facile à décrire. On comprend ce qu'il fait. C'est juste que c'est tellement gros avec des millions de paramètres optimisés, des millions de filtres et cetera, que c'est dur de se schématiser mentalement le truc. Ouais. Et puis en fait, au final, nous, on fait peut-être la même chose en tant qu'humains. C'est juste qu'on n'a pas un schéma aussi précis de tout le flowchart de ce qui nous amène petit à petit à la décision. Ouais. Mais au final, c'est peut-être ce qu'on fait de manière, instinctive, quoi. Ouais, bah, c'est peut-être ce que font c'est justement ça, ils essayent de faire des réseaux de neurones qui ressemblent aux réseaux de neurones humains, donc tu te retrouves des fois avec des trucs en effet qui sont similaires et on est tous soumis à des illusions d'optique où, bah, c'est peut-être nos réseaux de neurones qui font des filtres bizarres, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que, toi, tu parlais tout à l'heure du char qui est caché sous une bâche. On a eu toute une période, dans l'armée Mmh. où le camouflage, consistait à se grimer pour, disparaître dans le paysage. Après, avec l'arrivée du radar, on a eu du coup toutes les technologies j'ai plus le mot, de Furtivité, ouais. furtivité, ouais, pour les sous-marins, les avions. J'avais vu un truc, fascinant sur comment est-ce que je crois que c'est Lockheed Lockheed, ouais. Lockheed, ouais, qui Mmh. avait, créé la première technologie d'avion furtif et il racontait comment ça s'était passé. L'histoire était fascinante. Je sais pas si tu l'avais vu? Non, j'ai pas vu, ça En fait, m'intéresse. c'était un appel d'offres, ils avaient pas été consultés à la base, par l'armée américaine et tu as une occasion, je sais pas quoi, le CEO arrive à faire en sorte d'être convoqué, mais en disant, en fait, parce que je crois qu'il y a une sorte de fallait que tu payes pour participer au truc et du coup, en faisant ça, comme tu avais une participation, totale, du coup, le brevet de ce que tu créais, le brevet appartenait, à l'armée américaine Mmh. et comme eux, ils ont pas participé comme les autres, s'ils étaient sélectionnés, le brevet restait chez eux, en fait et ils ont fait une démo. Ils étaient hyper contents d'eux, ils avaient réussi à trouver un truc qui fonctionnait. Ils font une démo à l'armée américaine, ils allument le radar. Ils avaient fait un poteau, Mmh.
en furtif, ils allument le radar, le poteau, pouf, il apparaît au milieu du radar, quoi. Donc ils se disent, putain merde, le truc ça marche pas. Ils demandent à un soldat qui était en train de surveiller le poteau ce qui se passe, et le soldat dit qu'il y avait un pigeon en fait sur le poteau. Ouais. Le gars klaxonne, le pigeon s'envole et le pigeon disparaît en fait. Et donc le gars de Lockheed raconte que c'est juste ce moment-là en fait qui a favorisé la démo, parce qu'en fait ils ont vu littéralement le truc disparaître du radar. Tu vois, ils ont vu le côté. Ouais. Et du coup, après, j'ai vu aussi après toute une explication de comment fonctionnent les radars. Ça, je trouve ça absolument fascinant. J'en reviens du coup à ma question. Donc les radars ont changé la façon dont on a approché la furtivité dans le monde de l'armée. Est-ce que ça veut dire qu'avec ces systèmes d'imagerie, il y a une nouvelle notion de furtivité qui va devoir apparaître, ou on va revenir à cette notion de maquillage au final pour disparaître dans le décor? Alors, je pense oui, d'une certaine façon. Après, il y a plein de on va dire, si c'est difficile pour l'humain, en général, c'est difficile pour la machine. Donc déjà, si tu camoufles, ton truc, bah, ça va tromper l'œil humain, ça va avoir tendance à tromper un petit peu la machine. Après, on peut vouloir mettre des trucs très spécifiques pour, les IA, ce qu'on appelle des fois des attaques adverses. Aujourd'hui, les technologies pour ça, demandent d'avoir enfin, sont assez, sont pas très performantes et demandent d'avoir accès au réseau de neurones. C'est-à-dire que tu peux, en fait, c'est comme tu peux attaquer un code, mais si le code il est ouvert, quoi. Donc bien entendu, quand, si on regarde avec, une machine si on va dire regarder des images statiques, déjà ils savent pas le temps qu'ils sont regardés. Bon, lui, ils savent pas ce qu'on utilise, donc et puis ce qu'on utilise est protégé, donc ils sont pas capables de le tromper, sans avoir accès, et après il suffit que même s'ils trompent et qu'on voit qu'on a eu accès, il suffit qu'on change un petit bout dedans et ça marche plus. Heu et puis en fait, de la même manière que pour les humains, parce qu'aujourd'hui il y a des leurres, il y a des choses comme ça, bah, en fait, l'intérêt c'est qu'il y a de plus en plus de capteurs. Donc en fait, quelque chose qui va disparaître en visible, parce que tu parles de radar, mais il y a des satellites radars, il y a des satellites infrarouges, il y a des satellites, de différentes résolutions, différentes, et donc en fait, je pense que ça va être l'intérêt de l'IA, c'est qu'en fait, même si ça disparaît, par exemple, dans le satellite visible, si on a l'IA pour traiter très efficacement les trucs, on va dire: «Ah, ça a disparu dans le visible, mais ça pop up en radar. Attention, justement». Là, ça peut être même un signal super intéressant, parce qu'ils ont voulu le cacher. Donc en fait, peut-être que moi, je pense que l'IA va plutôt, rendre complexe la tâche de leur âge, parce que, tu vas pouvoir croiser toutes ces sources et dire, «Ah, là, j'ai 12 sources, il y en a 2 où ça apparaît pas», alors que s'il y a un humain qui était passé, l'humain, il va avoir du mal à croiser ces 12 sources, au même moment. Parce qu'aujourd'hui, du coup, chez Preligence, vous matchez différentes sources d'informations différentes, justement pour corréler ce genre de choses? Bah, alors nous on matche rien dans le sens où on fait pas de renseignements. Nous, on vend des logiciels avec de l'IA dedans. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ouais, que du coup, mais il y a plusieurs images d'un même truc, mais avec différents capteurs ouais, qui voilà, vont être du coup mergés pour avoir une information. bah, c'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on avait commencé par l'imagerie satellite et maintenant on commence à aller avec d'autres choses, d'autres types d'images, d'autres types de données. Parce qu'en fait, chez le client, c'est des choses qui ont énormément de valeur. C'est-à-dire que, d'avoir ce croisement, et de ce croisement de sources, et c'est là où l'IA va aussi apporter une révolution même, organisationnelle dans les armées. Ça commence à arriver, c'est qu'avant, en fait, enfin toujours maintenant, tu as en fait des spécialistes de chaque donnée. Donc c'est un spécialiste de ce qu'on appelle le renseignement image, tu vas avoir le renseignement électromagnétique, tu as différents trucs. Donc tu as des spécialistes du capteur. Et l'intérêt, c'est que ces spécialistes du capteur, bah, avec de l'IA, avec des systèmes, ils vont pouvoir aussi s'appuyer et s'aider ensemble sur différents sujets. C'est-à-dire que le spécialiste image, il va pouvoir donner son avis sur l'image, mais peut-être que s'il y a un truc qui l'aide pour du renseignement électromagnétique, il va pouvoir en première instance, bah, s'aider un peu, et puis après il va aller voir l'expert, peut-être l'expert en électromagnétique, il dit: «Ah, j'ai vu ça en image, l'algo m'a sorti ça en électromagnétique, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Et c'est la logique du coup, les logiques, bah, il y a plein de documents qui sont faits là-dessus, sur ce qu'on appelle la logique multi-source, la logique plateau, de se dire: «On va essayer de mixer, même des logiques de squad finalement, hein, qu'on a dans le dev, mixer des compétences ensemble, pour répondre à un problème», et ça, bah, c'est des évolutions qu'on voit dans avec, il y a pas mal de théorisations de ça qui sont faits et qu'on pense l'IA va accélérer ce genre de choses. Ouais. Et Donc non pas remplacer, hein, c'est ouais. vraiment aider les gens à travailler ensemble et aider l'humain à se focaliser sur l'analyse. Et donc ce que tu dis, c'est que, en fait, en termes de hacking, en fait, tu peux pas tromper le système. Tu as tellement de capteurs que tu peux pas le tromper, juste en mettant un Non. joli dessin sur ton avion, pour qu'on le voit plus. Et que du coup, en fait, le seul moyen de «contre-attaquer» entre guillemets, ces systèmes-là, c'est de passer du coup sur une cyberguerre, et du coup de faire une attaque, pour le coup virtuelle,
pour aller attaquer directement l'IA en tant que telle et que la rendre enfin l'incapacité en... Ouais, mais je pense que ça serait très, très difficile. Alors on est vraiment un peu dans la science-fiction, Mmh. mais c'est vrai que ça serait très difficile parce que ça demande d'avoir accès. Puis en fait, comme c'est des systèmes très complexes en termes de mathématiques et statistiques, même si tu te trompes une fois, en fait, tu vas pouvoir très vite changer. C'est un peu ce qui se passe des fois dans les attaques cyber, c'est un peu la course entre les 2. Et donc en fait, tu vas peut-être pouvoir tromper 1 ou 2 fois une IA. Si vraiment tu as accès, que tu as piraté le truc, ça va donner ça va demander une opération, quand même, d'infiltration très importante. Tu vas réussir à tromper le truc et puis, bah, à la fois ton machin il popera quand même au radar, même si on le verra pas au visible et puis, d'un autre côté, bah, il suffit qu'on fasse nous on fait des mises à jour tous les 2 mois de nos algos. Il suffit qu'on fasse une mise à jour de l'algo et bim, ton trompage il marche plus, quoi. Donc en fait, je pense que c'est justement, je pense qu'à la fin, les systèmes comme ça seront probablement, plus durs à tromper Ouais. avec le croisement des sources, avec tout ça, ça va être très, très dur à tromper. Ah, donc il restera plus que réussir à s'introduire sur les serveurs Ouais, pour ouais, désactiver l'IA en fait et que ouais, ça ouais, marche plus, quoi. Et du coup, tu rentres sur un autre niveau d'attaque, quoi. voilà. Fascinant. Du coup, sur, la partie, pour se concentrer un petit peu sur l'aspect, tech de cette Mmh. solution, ça ressemble à quoi l'équipe de Preligens? C'est, surtout des devs, surtout de l'IA, surtout de la sécurité pour protéger ce que vous avez ou? Alors nous, c'est moite-moite entre dev et IA et bien entendu à côté on a de l'IT et des Mmh. RSSI, enfin de la sécurité cyber. C'est à peu près moitié-moitié. Hem, alors la frontière entre finalement, IA et dev est toujours, c'est-à-dire ça peut être des fois un peu poreux. Heu, Ce qu'il faut voir en tout cas, c'est que moi je considère, quand je compare par exemple à d'autres startups, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taille et cetera, que, une boîte d'IA, tu as besoin d'à peu près 3 fois la taille en termes de tech qu'une boîte qui fait par exemple du SaaS. Pourquoi? Parce que, bah, nous on fait un produit dev quoi, donc tu as besoin de dev, hein, pour faire le front, le back, l'ingestion de données, tout ça et tout. Même ça, c'est pas simple, hein, parce qu'on le déploie on-prem et tout, donc Mmh. c'est déjà ça, en termes de traitement de données et tout, c'est pas facile. Après, tu as les gens qui vont faire, les data scientists, les gens qui vont développer les algos. Puis après, tu as les gens qui vont développer les outils pour les gens qui font les algos. Parce que, l'IA étant une science assez jeune, c'est pas comme le dev où tu peux prendre, comment dire, voilà, tu prends GitHub, Copilot, ce genre de choses, puis tu as déjà une CI/CD, déjà monter quand même une plateforme de dev, productive en interne, même avec tous les outils qui existent, c'est pas facile. C'est du boulot. Faire la même chose sur de l'IA, bah, ça demande vraiment des développements internes. Toutes les boîtes font développement interne, Tesla, ils ont leur, développement interne, Uber, ils ont leur plateforme Leonardo et cetera. Donc nous, on a notre fameuse, j'en parlais tout à l'heure, notre AI Factory, qui nous et donc en fait, tu as 3 fois les équipes, quoi. Et donc ces gens qui font, l'AI Factory au milieu, ce que d'autres appellent le MLOps ou le ML Engineering et ben, c'est des gens qui sont à cheval entre, à la fois des gens qui connaissent la data science, mais c'est des gens qui codent des outils quand même, donc tu as, des profils assez divers et finalement c'est des fois un peu est-ce que c'est du dev, est-ce que c'est de l'IA? C'est un peu des 2 quoi. OK. Et alors du coup, tu nous parlais d'un déploiement, on-premise. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu as pas trop de problématiques de sécurité à prendre en compte? C'est-à-dire que tu considères que de toute façon, tu es dans des environnements qui eux-mêmes sont sécurisés, donc c'est pas un souci pour toi? Ou il y a quand même un impératif, quoi qu'il arrive, impénétrabilité ou ce genre de choses? Alors, tu es dans un environnement sécurisé, donc en fonction de que tu fais ta solution, mais nous c'est un logiciel qu'on va poser sur des plateformes sécurisées, donc une partie de la sécurité est assurée par l'environnement. Par contre, tu dois faire souvent, bah, qualifier tes solutions, comme dans le médical, comme dans l'assurance, comme des Mmh. choses comme ça, donc tu dois passer des audits et donc là, faut que tu aies certaines, pratiques et certaines choses qui font que, qu'au niveau sécurité, tu aies d'équerre, qu'il y ait pas de mais paradoxalement, en effet, nous, dire qu'on pose un logiciel chez le client, c'est pas nous qui assurons la sécurité du logiciel en termes cyber. C'est-à-dire que, on doit, on doit suivre les pratiques et les enfin, c'est même des lois en fait, hein, littéralement, tamponnées par l'ANSSI, tout ça et tout. Mais par contre, voilà, on met pas de c'est pas à nous de gérer le firewall, c'est pas à nous de gérer Ouais. les intrusions, les trucs comme ça, puisque ça,
c'est le rôle du client dans sa sécurité. Mais du coup, tu n'as même pas à gérer des notions, je sais pas, de cryptage de l'information, Si des fois ils peuvent d'identification, demander, des choses. si quand même, justement, il peut y avoir des choses, on demande là, faut que ce soit chiffré, là, faut que ce soit comme ci, là, faut que ce soit comme ça. Donc là, OK. on suit nous ce qu'on nous demande de faire, on suit les recommandations. Puis après, bien entendu, on a besoin de le faire chez nous, donc évidemment, enfin, on fait un petit peu gaffe à ce genre de choses comme tout le monde. Un peu plus peut-être, mais voilà, parce que, bah, chez nous, il y a internet, il y a tout ça, donc faut en effet en ce moment, faire un peu gaffe, quoi. Et du coup, quand tu es déployé, le système, il est entièrement isolé, en circuit entièrement fermé ou il y a quand même, je sais pas, j'imagine que vous êtes pas sur de l'AWS à un moment, mais, est-ce qu'il y a quand même, tu vois, des Non. communications externes, ce genre de choses? La majorité, c'est, alors il peut y avoir des communications en interne dans leur réseau, interne Ouais. à eux, et des fois ils ont des réseaux extrêmement évolués, avec des choses qui vont à l'autre bout du monde par des satellites, machin et tout, mais c'est complètement interne. Et Et du ça, pour coup, toi, c'est transparent? Ça passerait par du RJ45 ou leur code de transmission à eux, c'est pareil? alors c'est transparent, oui et non, parce que ça veut dire, il faut imaginer, hein, il y a pas beaucoup de, je pense, de boîtes qui font ça. C'est-à-dire que, nous déjà quand on sait pas, là je sais pas si mon logiciel il tourne, quoi. C'est-à-dire que s'il plante, j'ai pas d'alerte sur mon téléphone, je peux pas Mmh. le vérifier, j'ai pas les logs et cetera, et le seul moyen, ce qui va se passer, c'est, bah, si ça plante, on a des gens, dédiés, donc qui se font appeler, et ce qui est très compliqué, c'est que, tu peux échanger assez peu d'informations, sans être là-bas. Parce que, bah, les informations, c'est-à-dire que tout ce qui est log, tout ce qui est données d'entrée, tout ce qui est même ce qu'on appelle ConOps, c'est de la façon dont ils utilisent le truc, bah, ça, c'est des informations qui sont sensibles, voire classifiées, donc on va pas pouvoir se les échanger. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a, quelqu'un qui doit se déplacer, aller regarder le truc, voir pourquoi ça a planté. Il peut pas sortir les logs, il a pas le droit, il ressort, il doit faire un rapport, mais un rapport expurgé des données, Ouais. sensibles. On fait la correction, on fait le patch, on revient là-bas. Donc c'est un travail qui est, donc c'est pour ça nous on met comment dire? On essaye de faire super gaffe à la fiabilité, parce que c'est extrêmement, ça peut vite être très coûteux. Est-ce que ça veut dire que tu peux avoir le cas très extrême, d'avoir un rapport de bug qui te dit, que tu as une chaîne de caractères qui a causé un problème parce que tel problème, mais que tu peux pas savoir lequel parce qu'en fait, tu as pas le droit de savoir ce que contenait la chaîne Ah de oui. caractères? Ah oui, c'est ce genre de choses. Et par exemple, ce qui est même un peu problématique, c'est que c'est très dur, nous, de tester nos logiciels avant. Alors, on fait plein de tests, bien entendu, mais quand tu fais du SaaS, bah, tu as ta plateforme et ta plateforme de test, quoi, Mmh. et c'est la même exactement. Mmh. Là, déjà, bah, à chaque fois qu'on déploie chez un client, il y a un client, tu vois, il a Ubuntu, l'autre il va avoir Red Hat, l'autre il a Red Hat 8, Red Hat 7, Red machin. Chacun il y en a, il a acheté des GPU, c'est des, je sais pas, c'est des P4, l'autre c'est des P100, l'autre, donc chacun a acheté des, voilà, chaque pays, chaque ministère a des infrastructures différentes, des façons de travailler différentes, des régulations différentes, et donc en fait, et même des façons d'utiliser la plateforme différentes. C'est-à-dire que ce qu'ils font avec nos outils, des fois, on n'a pas vraiment le droit de le savoir. Donc en fait, c'est dur de simuler de refaire ce que fait le client, parce que des fois, on ne sait pas. Donc c'est à la fois intéressant, c'est à la fois aussi, des fois, c'est-à-dire que des fois, tu as l'impression que tu mets un truc en prod. Ouais, on l'a testé, mais en fait, on met notre prod, des fois, c'est presque, donc après tu as le sujet, tu peux remonter 2 infras chez le client, une de test, une de prod, ce genre de choses. Donc il y a plein de trucs qu'on essaye de développer, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que peut être du Mmh. SaaS. C'est aussi beaucoup plus intéressant d'un point de vue, enfin, ça dépend, je dirais pas, je vais pas dire c'est plus intéressant, mais C'est une autre catégorie de c'est une défi, autre quoi. catégorie, et c'est assez marrant, Ouais. dire, la première fois qu'on a réussi à faire un déploiement en 20 minutes ou en 2 heures, on était hyper contents. Quand on est arrivé, tu poses le truc, tu déploies, parce que tu amènes ta clé USB, tu la passes à la station blanche, il y a tout un cérémoniel qui fait que, un déploiement chez nous, c'est C'est tout c'est un truc. compliqué, ouais. Ouais, c'est tout un truc, ouais. Hem, Tu parlais du coup de quand tu dis que du coup, tu sais pas ce que les gens font de ta solution, c'est-à-dire que du coup, toi, tu entraînes ton IA parce que du coup, j'imagine que tu déploies que le modèle, tu déploies pas Mmh. tout le bazar, on va Mmh. dire. Tu entraînes ton IA à reconnaître, un certain type de véhicule et d'éléments, Mmh. sur un paysage. Mais du coup, derrière, eux, ils peuvent l'utiliser en lui fournissant un autre genre de données à reconnaître dans un autre genre de données. Où il y a quand même, on reste quand même sur de la reconnaissance d'images satellites et d'éléments sur une image satellite. Alors, bien entendu, mais moi je ferais pareil, c'est que tu as un système, tu vas vouloir voir, comment ça marche, donc tu vas mettre, des images, qui changent un peu, qui regardent pour voir quelles sont les limites. Mais quand je parlais de ça, c'est plus au niveau, conditions d'opération, c'est-à-dire,
Heu, tu vois, est-ce que par exemple, supposons notre système il est dimensionné, je sais pas, pour traiter, 10 images par jour, tu vois? 10 images satellites par jour ou 100 ou 1000, on s'en fout, voilà, bah, ça fait quoi, une image, je sais pas, c'est plusieurs gigas, on va dire une image c'est 10 gigas au pif, on va en traiter, on va en traiter 40 par jour, 400 gigas, bon, bah, j'ai un pipeline qui fait 400 gigas. Mais est-ce que ces 400 gigas, ils les mettent d'un coup? Genre il arrive à 10:00 du mat, ou peut-être non, il arrive avant parce qu'il se lève tôt, hein. Il arrive à 8:00 du mat, il met ses 400 gigas d'un coup dans la plateforme ou est-ce que toutes les heures, j'ai 400 sur, 24 heures qui arrivent? Et ça, c'est complètement différent pour un pipeline logiciel, Mmh. quoi. Un pipe logiciel qui est capable de prendre, 500, puis c'est beaucoup plus de données que ça en vrai. 400 gigas, c'est pas beaucoup. Plusieurs téras d'un coup, c'est pas du tout pareil et ça, c'est pas du tout pareil que de pouvoir prendre plusieurs téras régulièrement pendant 2 semaines, que pour il y a tous ces sujets-là, quels sont les pics de charge, quel est le débit réseau, quel est tous ces trucs-là qui sont assez durs à anticiper et ça, bah, souvent c'est parce que ça, c'est assez propriétaire, c'est la façon dont ils travaillent, c'est leur savoir-faire. Bah, tu vois, on a du enfin voilà, c'est des informations qui sont pas partageables n'importe Ouais. comment. Tu parlais aussi de différents pays. Mmh. Aujourd'hui, tu pas des obligations de rester, en France, en Europe. Tu peux travailler vraiment avec tu peux vendre la même solution à différents corps d'armée, enfin différents pardon, pas corps d'armée, mais différentes armées? Alors, c'est en fait, bon, c'est comme, on va dire, c'est comme un Rafale, quoi. C'est-à-dire que, le Rafale, on peut pas le vendre à je pense que Dassault peut pas le vendre à n'importe qui, n'importe comment. Mmh. Bah, nous, c'est un peu pareil. Déjà, nous, de manière interne, on se met des barrières parce que, que ce soit pour nos investisseurs, pour nos salariés, c'est quelque chose qui est important pour nous, on a un peu une boîte à mission et on va avoir de l'impact et pas n'importe comment, à n'importe quel prix, Mmh. donc il y a des barrières qu'on se met, des barrières qui sont plus restrictives que la loi, hein, et après bien entendu, bah, le gouvernement français, nous, dès qu'on va à l'export, dès qu'on commence à faire des choses, bah, on le fait avec eux, en bonne entente et on va dire même c'est même, c'est même, win-win, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement français quand même, c'est comme vendre des Rafales, c'est exactement pareil. On aime bien que le Rafale s'exporte parce que ça bah, déjà ça fait, exporter du savoir-faire français, ça fait des rentrées d'argent, ça fait des emplois. Après ça permet aussi que, le gouvernement français, bah, si jamais il y a une année où il commande un peu moins de Rafales parce qu'il a un peu moins de sous, bah, Dassault va pas s'écrouler, quoi. Bah, nous, c'est un peu Mmh. pareil. On veut que si le gouvernement, un jour, il a un peu moins de sous, on puisse quand même travailler et eux, ils veulent qu'on continue à survivre, donc c'est un peu gagnant-gagnant. Et donc on travaille aujourd'hui avec, en Angleterre, un petit peu aux États-Unis, on regarde travaille avec l'OTAN, on travaille avec d'autres pays, enfin il y a Mmh. mais des pays, voilà, probablement les pays européens, les pays Ouais. OTAN, les pays alliés, quoi. Quelle est la porosité du coup entre ces différents, projets? Toi, que tu travailles avec l'Angleterre et la France, à quel point, la solution que tu vas proposer est similaire? Tu refais des modèles à chaque fois ou? Non, justement, nous on essaye, et c'est aussi quand on parlait de différence peut-être, c'est-à-dire que traditionnellement dans la défense, c'est beaucoup du service et du one shot, parce que, et donc où tu vas faire, où tu vas vendre beaucoup du jour homme, en fait. Et nous, on vend de la licence. On vend de la licence, on vend du produit. Et on a réussi à convaincre qu'aujourd'hui, bah, en fait, quand, l'OTAN nous renvoie, des gens qui travaillent sur le renseignement, à l'organisation de l'OTAN, veulent améliorer l'algo de bateau, bah, une fois que c'est amélioré, ça va chez eux, mais ça va chez tous les clients aussi, quoi. Donc bien entendu, on partage pas, tout ce qui est info confidentielle et cetera. Mmh mh. On sait, évidemment, on sait, mais on fait du produit. C'est-à-dire que quand tu fais du produit, bah, tous les retours utilisateurs servent à tout le monde. Et ça, on commence à arriver à convaincre et on a réussi à convaincre que c'est comme ça qu'il faut faire du software, quoi. C'est pas faire du jour homme, un coup tu vends 100 jours hommes, à aux Allemands, un coup 100 jours hommes aux Français, quoi. Ça, c'est pas, tu réinventes la poudre à chaque fois, tu mets à chaque fois 5 ans, pour faire un truc, c'est plein de bugs, le temps que ça aille en prod et cetera, tu capitalises pas. Tandis que là, on a un vrai produit, enfin on a plusieurs produits et puis on les diffuse, quoi, Ouais. comme n'importe quelle boîte. Quand tu disais aussi qu'ils peuvent l'utiliser avec, en faisant entre guillemets «n'importe quoi», avec, à quel point on peut ouais, enfin pas n'importe quoi, mais on se comprend. À quel point, c'est, exportable aussi sur d'autres sujets, tu vois? Je prends par exemple, la vidéo, au final, c'est juste, c'est 24 images par seconde. Tu parlais tout à l'heure que tu as un flux de données, qui est assez important. Est-ce que, demain, si je mets une vidéo, si je vous mets une vidéo entre les pattes, est-ce que tu es capable de gérer de la même façon la reconnaissance d'un objet?
Alors, c'est là où justement on en revient aussi un petit peu à la question du début, c'est pourquoi on est un petit peu différent? C'est que, bah, en fait, l'IA, c'est vraiment compliqué. Je le dis tout le temps, c'est AI is hard. C'est que, sur la pratique, en fait, enfin, en théorie, pardon, ouais, une vidéo, une image satellite, ça se ressemble. En fait, en pratique, il y a plein de trucs différents, le flux de données va être différent, comment dire? La façon dont est structurée l'image, les algos que tu vas utiliser, la réactivité, le déploiement, tout va être en fait, c'est beaucoup différent. C'est pour ça que, donc les a on va dire, ça va pas être la même solution technique. Par contre, le savoir-faire et la capitalisation est la même et nous, bah, je reviens, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'arrange pour que notre, usine à algo, notre AI Factory, ce soit la même pour tout. Donc, qu'on arrive à faire de la on arrive à faire de la vidéo avec notre AI Factory, on arrive à faire, de l'image, on commence à arriver à faire du texte, des choses comme ça et du coup, c'est pas la même solution technique à la fin, mais par contre, c'est le même process et la même industrialisation. C'est-à-dire que tu as la même chaîne de montage, c'est juste qu'un coup, tu vas faire je sais pas, une voiture électrique, un break et puis un coup, tu vas faire, peut-être un SUV, puis un coup, tu vas faire une citadine. Mais en fait, on a construit le truc que ça peut rentrer par la même, chaîne et qu'il y a les mêmes briques à assembler et que même, cette usine à algorithmes, c'est un peu notre projet open source interne. C'est-à-dire que, bah, quand il manque une brique, bah, le data scientist, s'il sait coder un peu, il peut, faire sa branche, il code sa brique et puis il fait une PR et puis là, il y a des gens un peu plus, du MLOps, qui vont un peu revoir la PR, qui vont dire: «Ouais, ça fit, il y a des tests et tout», puis ça rentre dedans et hop, la brique elle est rajoutée et donc il peut la remettre dans le framework. Donc on a vraiment, comme malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je sais pas, tu as pas une solution qui fit, pour tout en IA. On a travaillé beaucoup sur les outils en amont pour que ce soit facile de développer plein de solutions différentes. OK. Donc du coup, ce que tu appelles, votre AI Factory, c'est un ensemble de capacités que tu vas pouvoir ajouter à une IA ou pas, quoi? Bah, en fait, ça c'est un peu 2 parties, c'est tu un peu une librairie de process, donc qui peut être on peut comparer ça aux composants d'une voiture ou un truc comme ça, tu vois? Le moteur, les roues, les trucs comme ça et tu as, un moyen d'orchestrer ces process ensemble et on a fait ça pour que les process soient, complètement paramétrables. Donc c'est ça notre truc un peu low code, c'est qu'en fait, tu as les fichiers de conf et tu changes, le réseau de neurones, tu peux rajouter des couches, les enlever, rajouter, je sais pas, ça parle aux gens du spatial pooling, de la squeeze and excitation, enfin différents modèles, différents modules et puis tu peux orchestrer ça dans un pipeline, une espèce d'orchestration un flow quoi, et dire: «Bah, apprends-moi le modèle, après tu le combines avec un autre modèle, après tu fais tel post processing». Puis une fois qu'il est appris, tu dis: «Bah, je package tout ça dans un Docker» et il y a, un modèle de segmentation, avec une espèce de graphe en fait quoi, Mmh. où tu vas mettre, je commence par un modèle de segmentation, puis après je convertis la sortie, en tel format, où je fais passer un truc, plus statistique, puis après tu vois? Cette espèce, tu fais un workflow et à la fin tu mets ça en prod et tout ça c'est donc on a cette orchestration pour le flow et puis on a toutes les librairies de process qui nous permettent, il y a un peu de deep dedans, mais il y a aussi plein de trucs qui sont, plus ou moins simples, qui nous permettent d'orchestrer cette application, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'après tu fais passer tout un jeu de données, Mmh. dans ce que tu as construit. Ça te génère un modèle Mmh. que tu pourras déployer chez un client, c'est ça Voilà le et le modèle, tu le mets, ouais, peut-être c'était pas clair, c'est en fait, tu as le même workflow que tu fasses de l'entraînement, donc quand tu crées ton mmh. modèle, que même après quand tu le déploies et quand tu fais ce qu'on appelle l'inférence. C'est-à-dire que tu utilises, cette orchestration pour entraîner, tu dis: «Voilà, fais-moi passer ces données, modifie ces données, fais-leur de la bidouille, fais un peu de simulation, entraîne» et à la fin, la sortie, bah, c'est un modèle entraîné. Et après ce modèle entraîné, tu le remets dans un workflow qui est codé pareil, c'est juste, là, c'est un workflow d'inférence au lieu d'un workflow d'entraînement, heu et ce workflow enfin de prédiction quoi, pas inférence, prédiction et ce workflow, bah, tu peux dire: «Bah, là, j'ai mon modèle entraîné, là, j'ai un post-processing, là, j'ai un pré-processing, là, j'ai converti mes images en noir et blanc parce que je trouve que ça aide» et à la fin, voilà et c'est pareil, c'est la même syntaxe, c'est le même outil, qui permet d'orchestrer tout ça, quoi. Et pourquoi, avoir construit cette plateforme, cette factory avec cette notion de brique? Parce que j'imagine qu'il y a quand même il y a comme une intelligence, non négligeable derrière Mmh. cette construction. Dans le sens où, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu mets pas tout à chaque fois dans ton IA, pour lui donner le plus de capacité possible? Heu, Bah, en fait, tu es obligé à chaque fois, tu as un truc différent, en fait.
C'est-à-dire que, en fait, tu es obligé d'avoir beaucoup de flexibilité parce qu'à chaque fois, tu as un truc différent. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand on traite sur l'image satellite les bateaux, c'est assez chiant les bateaux parce que tu as des porte-avions qui font 350 mètres de long et tu as des petits bateaux qui font 10 mètres. Donc en fait, tu vas prendre ton image et déjà tu vas la découper. Si tu prends une image satellite, tu vois, genre, je sais pas, qui fait, 10 kilomètres par 10 kilomètres, tu vas la découper en différentes tuiles. Tu vas faire des tuiles 500 mètres par 500 mètres pour avoir les plus grands bateaux en entier. Tu vas faire d'autres tuiles plus petites que tu vas surrésoudre pour avoir, les petits bateaux et donc tu vas faire ça plein de fois. Si tu as des, voitures, par exemple, les voitures, c'est à peu près tout le temps la même taille, fait quelques dizaines quelques mètres, des fois, allez 10-15 mètres pour un camion. Donc tu vas prendre le truc complètement différemment. Tu vas découper toujours le même taille de tuiles. Par contre, bah, c'est un peu plus dur à détecter. Donc tu vas faire, passer des algos un peu différents parce que, les voitures, c'est assez dur à détecter. Et donc en fait, tu vas, mettre le poids du corps, autre part, quoi. Et donc tu peux pas, donc tu vois, nous, on a 120 ou 150 briques différentes dans ce framework, dans cette librairie de briques, en fait, qu'on peut utiliser. Mmh. Et chacune est paramétrable, avec des dizaines de paramètres. Donc tu te retrouves avec des centaines ou peut-être 200 000 combinaisons possibles, quoi. Donc en fait, toutes ces combinaisons après, c'est comment on les assemble et on revient un peu au ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on assemble des briques, avec un truc un peu low code, no code, quoi. C'est genre, on peut paramétrer et on assemble des briques ensemble, pour faire tourner la fin. Donc tu peux pas mettre la même chose dans l'algo de détection de voiture, d'avion, c'est pas les mêmes solutions qui vont marcher et tout. Ouais. C'est ça qui est un peu chiant, dans l'IA, c'est que tu as fait un truc, tu as l'impression que ça marche super bien, tu essayes sur un autre cas d'usage, ça marche pas, quoi. Oui, donc l'IA générique, on en est encore Voilà. très, très loin, quoi. Ah ouais, C'est très, très spécialisé encore, quoi. ouais, c'est encore très spécialisé et c'est vraiment moi, j'ai fait une thèse où j'ai fait de la simulation numérique. Donc tu essaies de reproduire des phénomènes physiques avec, des codes, quoi. Et en fait, c'est très, très expérimental, quoi. C'est des fois, tu es là, tu bidouilles un paramètre, tu changes, c'est en astrophysique en plus, donc il y a des fois des trucs, et ben, c'est un peu ça, quoi. L'IA, je sais pas si tu connais l'histoire de la constante cosmologique, là, dans les modèles, Mmh. cosmologiques. C'est un jour, à la base, quelqu'un qui l'a mis parce que, bah, ça marchait dans les équations, puis il s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait du sens physique et tout, mais après, à la base, c'est de la bidouille, quoi. Bah, en fait, l'IA, il y a pas mal d'expérimental et de bidouille et de trial and fail et tu essayes, tu vois comment et voilà. Et donc souvent, tu as 2 trucs qui semblent assez proches, puis à la fin, tu as une solution technique qui est complètement différente parce que, par, itération, tu te retrouves avec, donc il faut un cadre pour pouvoir itérer de manière assez libre, mais aussi de manière assez normée parce que, si chaque data scientist fait son code de chaque côté et dans son coin, c'est impossible, quoi. Le truc il est pas Ouais. maintenable. Il y a un mec qui fait du TensorFlow, l'autre qui fait du Keras, l'autre qui fait du Python, l'autre qui fait du Java. Enfin, c'est bon, quoi. Ça marche pas. Donc il te faut un cadre à la fois, normalisé, mais hyper flexible pour pouvoir atteindre les meilleurs perfos. Et ça, c'est beaucoup de boulot, ouais. Ouais, j'imagine. Tu as évoqué un ensemble de technos et du coup, ça me fait penser au final, l'IA, on en retrouve dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Pour certaines, c'est un argument de vente. Enfin, tu vois, dans mon smartphone, on me vend de l'IA, Facebook en fait beaucoup, Uber que tu as évoqué tout à l'heure, ils se font beaucoup. C'est quoi le delta ou le gap qu'il peut y avoir entre des boîtes comme Préligence qui du coup sont sur un mode d'armée et les GAFA qui ont, de ce que je comprends, des moyens qui sont astronomiques presque par rapport à vous? Alors déjà, on n'est pas sur les mêmes marchés, donc c'est vrai que c'est toujours je pense qu'on peut le faire pour n'importe quelle startup. Est-ce que Google pourrait faire ce que tu fais? Je sais pas, aujourd'hui, ils le font pas, donc voilà. Heu, Après en IA, je pense qu'en vision artificielle et sur nos domaines, sur nos sujets, on va dire, qui sont, petits objets, comment dire? Très forte performance, je pense qu'honnêtement, on n'est pas loin de l'état de l'art. On a ce problème qu'on voit, on publie pas beaucoup parce qu'on a du mal pour publier, il faut pouvoir publier ses datasets et nous, on peut pas publier les datasets parce que c'est des datasets, commerciaux, des fois même, un peu plus et donc c'est difficile de les mettre à dispo de tout le monde, et puis on veut pas publier notre code non plus. Mais je pense qu'on n'est pas loin de l'état de l'art sur nos sujets particuliers et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient meilleurs que nous, même scientifiquement. Par contre, là où sont très, très forts les GAFA, heu,
c'est, je dirais sur 3 sujets. Il y a le texte, sur le traitement de texte. Mmh. Donc ils ont des modèles génériques que, pas mal de gens, dont nous, on part de là, puis on va, spécialiser sur des cas d'usage. Mais pour faire ces modèles génériques, ils ont ils dépensent des dizaines, des centaines de millions de dollars des fois. Ils sont très forts dans les technologies de renforcement. Alors renforcement, c'est, plutôt, que détecter des choses sur des images, et tu vas apprendre à une intelligence artificielle à jouer à un jeu vidéo, quoi, tu vois? Et donc tu as un set de règles et puis tu lui fais apprendre, lui-même le meilleur chemin dans ces règles. Et là, ça c'est des choses où DeepMind ou Google, ils sont très forts. Et puis il y a la partie, tout ce qui est, recherche sur des trucs un peu exploratoires, par exemple, les choses qui apprennent tout seuls, les choses qui ont pas besoin d'annotation, les choses là, ils ont des labos de recherche et une force de frappe, bien entendu, assez démentielle. Mais ça veut pas dire que sur nos sujets à nous, on a de quoi rougir, honnêtement, pas du tout, quoi. OK. Top. Et donc du coup, on n'est pas prêt de voir, le reCAPTCHA de Google nous proposer, une image de 1000 images par 1000 images pour trouver un avion dans le ciel, quoi? Non, je pense pas, et puis, de toute façon, il y a aussi des sujets de souveraineté et cetera. Google aime pas trop la défense, donc je pense qu'on n'est pas sur les mêmes cas d'usage. Ouais. OK, top. Merci beaucoup, Renaud pour tout ça. J'aurais quelques petites questions, pour terminer. Mmh. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un livre, une vidéo, une thèse, un truc que tu as envie de recommander, à l'ensemble des auditeurs? Il y en a Sur ces sujets ou complètement autre ouais, chose, sur hein? ces sujets, comme ça, tiens, je vais y réfléchir, heu je trouve ça, intéressant. Il y a, par exemple, après chaque conf, par exemple les grosses confs que sont CVPR ou des choses comme ça, il y a souvent des articles, nous on en fait, mais d'autres, résumés des 10 plus gros, des 10 trucs les plus grands de ces confs. Mmh. Et sous forme d'articles Medium, ce genre de choses, s'il y a des gens qui sont intéressés pour, comprendre l'état de l'art et où ça en est et quelles sont les évolutions, je trouve que c'est des articles qui sont hyper intéressants à suivre parce que ça résume assez bien, ça condense, en assez peu de temps, les avancées en computer vision, et donc en les lisant régulièrement, ça permet de suivre un peu, même si on n'est pas spécialiste, et de voir, où on en est, quoi. OK, top. Écoute, merci beaucoup. Renaud, j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast, XCTD. Est-ce que tu es plutôt, espace ou tabulation? On fait du Python, alors, tu peux paramétrer que ton espace ce soit 4, que ton tab ce soit 4 espaces, mais je pense que la personne qui a inventé, le tab, doit être en enfer parce que je fais du C++ un peu et du Fortran 77 en thèse, et si tu avais le malheur de mettre un tab, c'est foutu, quoi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Et merci à tous, de nous avoir écoutés, jusque-là. Voilà, l'épisode, passionnant, comme annoncé. Je peux pas vraiment vous dire d'aller tester parce que bien évidemment c'est pas accessible, à tout le monde. Mais voilà, c'était fascinant, donc merci encore, Renaud, pour tout ça. Et merci à vous d'écouter ce podcast régulièrement, de le partager autour de vous, de nous rejoindre sur le Discord, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, on est à peu près partout. C'est absolument top et c'est un vrai plaisir. Et donc merci de continuer à le partager, autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.